Mesdames et messieurs, bonsoir. Grand notre plaisir de vous retrouver lundi 15 octobre 2018. Une nouvelle semaine s'ouvre avec vous donc. Mesdames et messieurs, sur le grand rendez-vous, bonsoir chez vous et merci de nous préférer. Quel temps fera-t-il demain? On le découvre ensemble à travers la météo. Bonsoir, Sakété. Nous aurons 3 rubriques au menu de ce grand rendez-vous. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme rurale. On en parle avec l'experte du jour. Et oui, aujourd'hui, l'expert du jour se conjugue au féminin d'une journée à une autre. Autant savoir s'intéresse à la journée internationale de la canne blanche. Écotourisme baleinier, est-ce une solution pour la protection des baleines? Amandine Agnambossou et son invité vont en débattre entre autres sujets dans Nature et Bien-être. Le grand rendez-vous, c'est aussi le journal. Et aujourd'hui, nous avons Amandine Agnambossou. Amandine, bonsoir. Bonsoir à vous, Aniat Bello. Comment vous allez? Ça va très bien. Alors, qu'avons-nous donc au menu pour les téléspectateurs ce soir? Dans le 19h45 ce soir, la formation de jeunes béninois à l'Internet, une priorité pour Bénin DNS Forum. Ils sont une centaine à être sélectionnés dans le cadre du Forum public de communication. Alexis Sedak Bandé, vous ne le connaissez peut-être pas, mais c'est un éco-citoyen béninois qui a fabriqué un fourneau qui fonctionne avec l'énergie électrique. Et puis le FITEB, le Festival international du théâtre du Bénin, aura lieu en novembre prochain. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse à Cotonou. Amandine Agnambossou, merci pour ces titres qui sont si alléchants. On vous retrouve à 19h45, c'est sûr, mais avant, on vous retrouve sur Nature et Bien-être, tout juste après ceci. Voilà, Amandine Agnambossou nous a déjà rejoint autour de cette table et elle a pour inviter quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, je crois, mesdames et messieurs. On le présente encore? Je laisse Amandine le faire alors. Oui, Aniat Bello, on reçoit ce soir monsieur Joséa Dossou-Boudirenou. Il est le directeur exécutif de l'ONG Nature Tropicale. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Merci d'être sur ce plateau. Merci, madame. Voilà, Aniat, ce soir, on va parler des baleines. On va parler de l'écotourisme baleinier. Et monsieur Boudirenou, dites-nous déjà, qu'est-ce que l'écotourisme baleinier? Oui, l'écotourisme baleinier est connu génériquement comme c'est chez les anglophones que ça a été beaucoup plus développé. On parle de whale washing. Whale qui veut dire baleine
et watching qui veut dire aller voir. Et l'écotourisme, d'abord, c'est d'abord un tourisme qui se développe, mais en mettant en avant la préservation des ressources, la préservation de la nature, et dans le respect de la culture, de la tradition, et aussi du maintien de l'équilibre de l'environnement. Et c'est un tourisme qui se fait normalement en petits groupes. Ce n'est pas l'écotourisme, c'est un tourisme écologique qui ne se fait pas en grand groupe. Parce Combien de personnes à peu près? Non, ce n'est pas une question de personnes. Ça dépend de ce qu'on veut aller voir. Par exemple, l'écosystème à développer et à visiter et le matériel à utiliser et autres là. Parce qu'un tourisme de masse, d'abord, on suppose qu'on rentre dans un marché. Vous ne pouvez pas gérer tous ceux qui viennent au marché. Et dans notre tradition où on gère mal les déchets, c'est le premier facteur sur lequel on met l'accent. Parce que en matière de tourisme de masse, tout peut être utilisé et tout peut être géré anarchiquement. Alors qu'en matière d'écotourisme, où on parle déjà de l'écologie, c'est que derrière la tête, il faut un respect du milieu qu'on va visiter. Respect de l'écosystème, mais aussi respect des ressources. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est le respect de la tradition de ceux qui y habitent. C'est-à-dire ceux qui... vous n'allez pas faire de tourisme... La population locale. La population locale, voilà. Et maintenant, quand nous allons sur le point, en ce qui concerne l'écotourisme baleinier, oui. C'est des tours qui sont organisés en mer pour aller voir des baleines, mais en respectant aussi les pêcheurs et les bateaux traditionnels qui sont là. Ça veut dire que on prend en compte l'écosystème marin, mais aussi tous ceux qui y travaillent. Et là, on va dans le sens, on veut aller voir les baleines, mais habituellement, c'est dit quand on dit l'écotourisme en mer, ce n'est pas nécessairement les baleines qu'on veut aller voir, mais ici c'est organisé pendant la période des baleines, on met en avant les baleines. Et parce que pourquoi ailleurs, ce penchant pour les baleines? oui, voilà, c'est que il faut commencer par dire, pour ceux qui ne savent pas, aujourd'hui, si on parle des animaux les plus grands qu'on peut retrouver sur terre, que ce soit en mer mais sur terre, les animaux les plus grands qu'on peut retrouver aujourd'hui, c'est les baleines. Avant, on parlait des dinosaures et autres. Mais combien de gens de notre génération ont vu les dinosaures? Quand on parle peut-être de votre génération. Non, même pas. On voit ça à la télé. Oui, maintenant, quand on parle de... Et aujourd'hui, quand on va dans nos parcs, on veut voir les éléphants. C'est les animaux les plus grands. Voilà. Mais vous allez avoir jusqu'à 2 tonnes, 3 tonnes peut-être. Mais attendez, les baleines, le bébé fait 1,5 tonne, le bébé. Alors que les vaches, les bœufs que nous pouvons voir régulièrement ici, c'est à peine 250 kilos. Et on dit un animal, le bébé sort déjà 1,5 tonne, l'adulte va jusqu'à 30 tonnes. Vous voyez, ça c'est des choses impressionnantes. Les baleines sont des animaux les plus grands qu'on pourrait retrouver. Et c'est qu'en mer, selon leur cycle de vie, leur écologie, voilà des animaux qui vivent dans les eaux froides. D'accord. Si vous permettez, nous allons jeter un coup d'œil sur ces images-là que le réalisateur est en train de nous présenter. Là, nous voyons une horde de touristes, qui sont venus pour suivre cet écotourisme baleinier. Nous avons des baleines en plein écran. Et ça, c'est sur nos côtes. Sur nos côtes. Il faut préciser que c'est au Bénin, oui. D'accord. Mais justement, qu'est-ce qui a motivé ces touristes-là à venir ici au Bénin pour voir ces baleines? Voilà, c'est que, comme vous le constatez, avec... cette panoplie de personnes, de touristes qui viennent constater, c'est que tous les ans, ces animaux viennent proches de nos côtes. Comme je disais tout à l'heure, dans leur écologie, c'est des animaux qui vivent dans les eaux froides. Se nourrissent dans les eaux froides. Les krills ont beaucoup à manger là-bas. Mais pendant la période de reproduction, ce n'est pas nous qui l'avons créé. Depuis que le monde est monde, ces animaux viennent proches des côtes africaines, dans les eaux plus ou moins chaudes. Chez nous, vous voyez, la température proche de nos côtes, c'est 25, 30 degrés, 27 degrés. C'est propice à la reproduction. C'est propice à la reproduction parce que les animaux qui naissent, on sait, des animaux qui naissent dans des eaux froides ont déjà tout ce qu'il faut pour s'adapter. Mais les baleines n'arrivent pas à s'adapter quand les bébés naissent dans les eaux froides. Deuxième chose, c'est que dans nos eaux, il n'y a pas de grands prédateurs qui pourraient attaquer les bébés. Voilà. Oui. Il y a des animaux qu'on appelle les orques polaires. C'est comme des baleines, mais ils sont dans le groupe des cétacés, mais c'est des grands carnivores qui mangent les bébés
baleines. Donc ces enfants sont en insécurité, ces bébés sont en insécurité. Alors que sur les côtes africaines, il n'y a pas ces animaux. Il n'y a pas aussi de grands requins. C'est un instinct de préservation de l'espèce. C'est un instinct de préservation. Et là, cette espèce de baleine, par exemple, la baleine jubate, la baleine, pendant... À quoi on la reconnaît, la baleine jubate? La baleine jubate... Si on peut avoir les images. Oui, et ce qui est plus remarquable chez la baleine jubate, c'est une espèce qui est spectaculaire, qui se montre quand elle constate que les gens sont en train de les observer. Voilà. Ah, d'accord. Comment elle fait pour savoir ça? Voilà, c'est qu'il y a des techniques d'approche. D'abord, pendant la période où ces baleines viennent, c'est entre le mois d'août et le mois de novembre. Après novembre, on ne les voit plus. On ne les voit plus. Et quand elles viennent proches de la côte, à 300, à 1 km de la côte. C'est pas dangereux pour les habitants? Pas du tout. Voilà des animaux qui se mettent pratiquement sur le ventre et applaudissent pour les visiteurs. Mais si on vous le dit, vous n'allez pas croire, mais il faut aller constater. Selon l'adage populaire, les baleines mangent des hommes, non? Est-ce que Agnès Bello est fascinée par ces images? Elle sera la prochaine invitée. J'ai envie d'aller justement. Mais j'ai vu les touristes avec des gilets. Vous avez des gilets de ma taille, j'espère. Non. Voilà, c'est des consignes de sécurité. Si que vous ayez pris l'avion une fois, 2 fois ou N fois, quand vous mettez dans l'avion, on vous dit il faut porter la ceinture de sécurité. Oui. Quand vous allez en mer, c'est obligatoire. Tout participant doit porter son gilet de sauvetage. On ne sait jamais. Mais les risques sont vraiment limités. Parce que c'est un travail qui est fait avec les forces navales béninoises en toute sécurité. Justement, avec l'appui du gouvernement béninois. Et là, les touristes payent un forfait et vont découvrir la nature proche de la côte. Vous avez dit tout à l'heure que c'est par instinct de protection que les baleines viennent se reproduire sur nos côtes. Est-ce qu'à part ça, il y a d'autres menaces qui pèsent sur la survie de ces baleines? Les plus graves menaces... sur la baleine, vous voyez ces animaux aussi grands, on ne peut pas dire que nos petits pêcheurs peuvent les tuer. Même si vous réussissez à tuer, vous n'aurez pas les moyens nécessaires pour les tirer. 30 tonnes, d'abord 1 tonne en mer, transporter c'est difficile. Mais une baleine, c'est un repas pour tout le village pendant un mois. C'est pas le village, c'est pour le pays. 30 tonnes de viande, vous voyez, c'est assez important. Maintenant, les graves menaces qui pèsent sur ces animaux. J'ai toujours dit, nous avons commencé cette activité, ça date de 18 ans. Ça veut dire que le Bénin a identifié de façon scientifique la présence des baleines proches de la côte depuis les années 2000, 2001. Les premières expéditions ont été organisées. L'université d'Abomey-Calavi, le laboratoire d'écologie appliquée, le centre océanographique, ensuite la direction des pêches, nature tropicale, et des actions ont été faites, des sorties ont été faites en mer pour localiser ces baleines, voir pourquoi elles sont là, et scientifiquement, ça a été confirmé. Mais les gens ont tendance que c'est à partir de ce moment que les baleines viennent. À rentrer dans l'histoire et aller voir nos pêcheurs. Les pêcheurs, depuis des générations, savaient que les baleines venaient et savaient les comportements à tenir. Habituellement, nos parents pêcheurs ont peur de voir des trucs, des monstres, ils disent des monstres marins qu'on retrouve en mer, que ce n'est pas bien. Et ils ont peur et ils prennent même des précautions. Pendant certaines saisons, ils ne vont pas en mer parce qu'ils ont peur. Mais avec ce qui se fait à travers le monde et avec les résultats confirmés au Bénin, on leur a démontré que les baleines sont les animaux les plus pacifiques. Ils sont inoffensifs. Inoffensifs. Et comme je disais tout à l'heure, vous voyez des animaux avec la technique d'approche. Les animaux sont identifiés très loin. Le bateau s'approche, ne va pas plus à moins de 100 mètres de ces animaux. Mais quand les animaux sentent que vous êtes en train de les observer, les animaux vous offrent le spectacle. Ce qu'il faut remarquer et s'il faut dire aux touristes, aux écotouristes et au grand public, c'est que dans l'écologie de ces animaux plus intéressants, c'est que quand ces animaux plongent, ils ne font pas plus de 20 minutes sous l'eau. Et si vous les observez et vous attendez, et vous constatez que vous les avez vus, peut-être pas un souffle, ou bien vous avez vu la queue, ou bien un saut et ça disparaît, restez là, surveillez autour de vous. Au bout de 20 minutes, il doit ressortir. C'est comme ça, écologiquement, et c'est comme ça, sa vie. Ça doit venir à la surface, souffler de l'eau, ça veut dire respirer et avant repartir. De replonger, Maintenant, quand vous avez la chance, et la baleine est avec son petit, et peut-être elle a programmé, faire, apprendre, c'est ça que j'avais oublié de dire, ça, pendant les 3 mois que les bébés font avec leur maman proche de la côte, on apprend aux bébés à nager, à se défendre. Parce que
le bébé a un long trajet à faire après pour la naissance. Pour retourner. Et les eaux plus là, froides. le bébé se forge avant de partir. Et quand vous avez la chance où la maman a programmé que ce jour-là, il doit apprendre à son bébé à faire la nage, je crois que c'est un beau spectacle. Un beau spectacle. Un très, très beau spectacle. Nous avons vu des choses en mer et nous avons été impressionnés. Quand vous voyez tout des ça, animaux... c'est pour vous impressionner? Ah oui, mais quand vous voyez les animaux, vous voyez les dauphins, c'est naturel. Là, ce n'est pas dans un aquarium, c'est dans la nature. Et vous voyez des animaux, regardez, qui sortent de l'eau juste pour se montrer et replonger. Qui va demander ça? Maintenant, dites-moi déjà, quelle est la relation entre la protection des baleines et l'écotourisme? Oui. C'est quoi le lien en fait? Le lien est très fort. Ce n'est pas seulement la préservation des baleines. Si nous prenons l'écotourisme, comme je l'ai défini, c'est que c'est des individus qui vont visiter un écosystème, un habitat donné, voir aussi bien la faune que la flore. Mais en retour, le touriste prend quoi? C'est seulement les photos. Ça veut dire qu'il dépense de l'argent juste pour aller voir la nature, prendre des photos. Il n'a rien blessé, il n'a pas tué. Alors que le chasseur, s'il vient et il sait que l'animal est là, il tue l'animal. Si vous revenez l'année prochaine, vous allez retrouver cet animal? Non. C'est ça la différence. Ça veut dire que l'écotourisme amène les gens à aller voir la nature, aller voir les ressources, en tirer le profit juste pour leur plaisir, mais la ressource est toujours là et la ressource est renouvelée. Il n'est pas dit que tuer un animal, c'est totalement mauvais, mais c'est réglementé. Et l'écotourisme se fait dans des conditions où on respecte ces ressources et on permet à ces ressources de continuer à nous offrir le plaisir. Mais si on détruit tout et on attend quoi? Ça veut dire qu'on aurait tout perdu. C'est dit, vous savez, l'argument écotouriste, quelquefois, devient le seul élément qui permet à ce que la ressource puisse continuer. Parce que dans le contexte béninois, tout ce qui bouge, c'est Dieu donné. On tue, on mange. Mais ailleurs, où les gens ont fait comme nous, ils ont tout détruit, mais les gens sont obligés de travailler pour ramener. Mais nous n'avons pas encore tout détruit. Pourquoi ne pas prendre plus vite conscience, préserver ce qui est là et en tirer profit? Et c'est pour ça, c'est ce combat que nous faisons. Faire l'écotourisme sur les baleines au Bénin, ça va rapporter gros pour le pays. Parce que, vous voyez, ça se fait en une période très courte, c'est-à-dire du mois d'août au mois de novembre. Regardez, c'est encore la période des vacances où beaucoup de Béninois, beaucoup d'étrangers viennent visiter notre pays. Pourquoi ne pas aller voir ça? Et quand c'est bien organisé, avec des professionnels, avec le gouvernement, je crois que c'est une opportunité pour le pays. Le sujet, il est vraiment intéressant. Liat Bello, parler des baleines, c'est un peu plaisir. On va poursuivre la discussion le vendredi parce qu'il y a justement eu un forum international sur la question. On va parler un peu de tout ce qui s'est passé. D'accord. Il y a une question que vous allez noter pour moi, pour M. Baudrenou, c'est que cet écotourisme baleinier, est-ce que cela ne change pas aussi la perception des individus que nous sommes vis-à-vis de cet animal à préserver, à protéger? Bien sûr. On reviendra dessus. On reviendra dessus vendredi, si vous permettez. Nature et bien-être s'achève ainsi pour céder place à l'experte du jour. Voilà, l'experte du jour est déjà là et bien installée à nos côtés. Blandine Mwandochedong, présidente Refa Bénin. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va bien, Aliette, et vous-même? Ça va bien, merci. Je précise que Refa Bénin, c'est le réseau entrepreneurial des femmes africaines. Alors aujourd'hui, nous parlons de la femme rurale. C'est la journée internationale de la femme rurale. Déjà pour vous, la femme rurale, c'est qui? Vous permettez, avant tout propos, que je fasse quand même une pensée spéciale. Parce que vous savez, nous sommes éplorés, nous avons perdu notre PC communication, solidarité et action sociale le vendredi passé. Et donc, en tant que femme, je lui dédie cette émission avec toute la pensée pour sa famille. Alors, bonjour tout le monde, bonjour les auditeurs. Être femme, déjà, pour moi, c'est un être humain capable de donner des enfants. Une femme rurale, on parle de rurale quand ça sort de la zone du village, la zone la plus éloignée qu'on appelle femme rurale. Et généralement, c'est parce qu'elles s'occupent plus de la terre, de l'agriculture, et puis qu'elles ne sont pas allées beaucoup à l'école,
que ce nom de femme rurale leur est attribué. D'accord. Pour vous, hein, pour certains, quand on dit femme rurale, c'est péjoratif. Est-ce que vous avez l'impression que ça a une connotation péjorative quand on dit femme rurale? Ouais, moi, ça me choque un peu parce que femme, c'est femme pour moi. Rurale ou pas rurale, l'émancipation vient de partout. Nous sommes tous sortis de quelque part et rurale ou pas rurale. C'est quand même une façon de les catégoriser puisque ouais, elles n'ont peut-être pas les mêmes réalités. Elles n'ont pas les mêmes réalités. Entre les femmes qui vivent en milieu urbain et les femmes qui vivent en milieu rural, elles n'ont pas les mêmes réalités. Non, du tout. Donc on est obligé de les catégoriser quand même. Est-ce qu'on ne peut pas les appeler juste femmes? Mais bon. Je comprends votre point de vue dessus. Alors revenons un peu à la femme rurale. Est-ce qu'elle a changé dans son mode de fonctionnement? Ah oui, depuis un certain moment quand même ça a changé puisque nous-mêmes nous avons changé. D'accord. Les femmes d'aujourd'hui, modernes d'aujourd'hui, c'est différent des femmes modernes du temps de nos mamans et de nos grands-mères. Donc la femme rurale aujourd'hui aussi commence par s'épanouir, par être accomplie à travers tout ce qu'on leur apporte comme renforcement de capacité et aide. D'accord. Vous avez l'habitude d'aller justement à la rencontre de ces femmes-là. Parlez-nous un peu d'elles dans leur milieu de vie. La femme rurale pour vous aujourd'hui au Bénin, c'est qui? Comment est-ce qu'on peut la définir? Moi, je respecte la femme rurale et je la définis comme celle qui nous alimente. Parce que vous et moi, on ne va pas à la terre. Hein? Et tout ce que nous consommons vient souvent de ces coins et de la main de ces femmes rurales. Parce que le plus souvent, vous minimisez l'effort des hommes au niveau de l'agriculture? Non, quand on va, les femmes travaillent plus que les hommes. Et quand vous calculez le nombre d'heures, de jours où vous restez à la maison, à vous occuper de la maison, vous occuper des enfants et ensuite rejoindre le champ, l'homme se lève directement, il va au boulot, il va à la douche, il va au boulot, il suit peut-être le journal ou la télé et puis après il prend la route. Mais l'homme rural va au champ aussi, il travaille au champ. Quand il sort, mais avant d'aller au champ, c'est cette femme qui s'est levée tôt, qui lui a fait le repas que lui-même il doit prendre déjà. Donc pour vous, c'est déjà un travail supplémentaire. C'est un travail supplémentaire. D'accord. Parlons maintenant de leur impact sur leur communauté. Est-ce que c'est des femmes qui ont une voix véritablement? Est-ce qu'on les écoute? Est-ce que ce sont des leaders? Est-ce que dans leur communauté, c'est des exemples? Déjà, le souci est que ça commence par aller, mais ce n'est pas encore ça. Parce que la femme rurale, moi, je crois qu'elle est toujours lésée. Souvent, vous sentez que dans les villages, la femme n'a pas le droit à la parole. Ou c'est l'avis de l'homme d'abord. Quand elle doit parler, il faut que ça soit l'avis de l'homme. Mais ça commence par s'améliorer dans la mesure où il y a des formations qu'elles acceptent sur le leadership, même si c'est en fond ou c'est en Yoruba ou c'est en Ago, tout ce qu'on veut, qu'on leur dit. Autre chose, c'est qu'elles arrivent à se constituer en groupement, en coopérative, et tout ça leur donne une force. Parce que le nerf de la guerre, c'est les sous. Et elles commencent par épargner, à faire des tontines, à apprendre à faire des savons, à apprendre à faire... Les activités génératrices de revenus. Ouais, ça a changé. Du coup, elles participent plus encore aux dépenses, aux charges financières du foyer. D'accord. Mais ce qu'on reproche souvent aux femmes urbaines qui vont à la rencontre de ces femmes-là, c'est que les hommes trouvent que vous les apprenez, on leur apprend à se rebeller, à ne plus être soumise. Est-ce que le fait que la femme rurale soit soumise a un frein à son développement? Ah oui, naturellement. En quoi est-ce un frein? Naturellement parce qu'elles ne sont pas libres. Elles ne sont pas... Ce n'est peut-être que votre avis. Est-ce que sur le terrain, vous avez eu l'impression d'avoir affaire à des femmes qui n'étaient pas libres? Déjà, quand vous allez sur le terrain, d'abord, avant d'aller sur le terrain, il faut déjà avertir le chef de famille, le chef de clan, le mari, et le mari multi-femme. D'accord. Pour la plupart, c'est des polygames. Pour préparer, puis lui dire, nous venons vers vous. Il faut les mettre à leur place, en fait. Leur reconnaître leur place en tant que chef. Le village, c'est le chef et c'est le chef. Il n'y a pas à dire, c'est pas comme chez nous, où tu peux recevoir et discuter. Tu ne le fais pas sans aviser le chef. Tu avises le chef et ce sera en sa présence. D'accord. Là, il se sent concerné, il entend ce que vous êtes en train de dire à sa femme. Et quand ça commence à être comme ça, la confiance naît. Mais quand vous allez subitement réunir les femmes sans rien leur dire, ça ne marche pas, elles ne viendront même pas. D'accord. Donc pour vous, le fait qu'elles soient plus soumises, c'est un frein. Maintenant, parlons un peu de leur apport au développement. Vous l'avez dit vous-même, c'est des femmes qui travaillent un peu. Est-ce qu'on peut dire que sans ces femmes-là, dans nos zones rurales, on aurait du mal à suivre? Ah oui, naturellement. Moi, je dis, elles sont même plus actrices de développement durable que nous. C'est des femmes qui apportent. Passer 2 semaines qu'il n'y a pas de maïs. Qu'est-ce que nous allons faire en ville? On va commencer par courir. Où est-ce qu'on va? Dans quel village il faut aller pour trouver?
Et même quand vous prenez la route pour aller à Bomé, là, le jour du marché, regardez les femmes dans les zones rurales. C'est elles. Et nous quittons ici avec nos véhicules à Cotonou pour aller dans ces coins-là chercher. Ça veut dire que si elles n'existent pas, c'est de là-bas même que ça vient à Cotonou pour que nous on puisse acheter. S'il n'y a pas de femmes rurales, nous aurons des soucis. Alors, pour vous, la plupart du temps, quand je vous entends parler, quand on parle de femmes rurales, tout de suite, ce qu'on voit, c'est cette femme-là qui est au champ, qui travaille, qui va au marché pour aller revendre les produits de ses activités. Voilà. Est-ce que ce n'est que ce profil-là que nous avons au niveau de nos femmes rurales? Est-ce que les femmes rurales ne font pas autre chose que l'agriculture? Maintenant, ça commence, mais c'est rare que vous voyez vraiment, véritablement une femme rurale face à la politique. Hein. Ça peut être une femme née dans ce village, mais qui est sortie et qui a fait des études. Déjà, elles sont lésées par le fait qu'elles n'aient pas été à l'école. Souvent, les femmes rurales, ça ne va pas à l'école, ça va au champ ou ça va au marché et ça revient à la maison servir la famille. Oui, mais aujourd'hui, quand vous dites que nous avons des femmes qui sont un peu plus ouvertes sur le monde, je pense qu'il y a des écoles qui sont installées dans les villages. Donc, le minimum d'alphabétisation pour la plupart. Le programme de l'UNICEF, déjà, c'est un support véritable. Toutes les filles à l'école, ça donne un avantage. Mais ça permet à ces filles de devenir des femmes beaucoup plus épanouies. Mais le souci aussi, si le gouvernement pouvait soutenir toujours en accordant des facilités à ces familles démunies, parce que moi j'ai un cas sous la main maintenant, la petite est reçue au certificat dans un village, mais les parents ont dit tu ne vas pas en 6e parce que nous n'avons pas les moyens. Reste à la maison. Ou tu iras faire une couture au village, c'est pour devenir quelle couturière. Donc moi, j'ai commencé par faire la cour à des amis pour dire, vous ne pouvez pas la récupérer pour moi, pour nous permettre quand même que cette fille puisse continuer les cours. Et contribuer. Parce que la pauvreté amène à quoi? À la rue. Et finalement, c'est les grossesses non désirées. Les filles, les jeunes filles. Vous faites bien de parler de grossesse non désirée parce que justement, le taux de grossesse au niveau de ces zones rurales est très élevé selon les statistiques qu'on a. Comment est-ce que cela s'explique quand vous parlez d'une femme qui est très active, qui va au champ, qui s'occupe de son ménage? Quel temps elle a pour véritablement s'occuper des enfants? Ouais, voilà, c'est déjà ça. Il n'y a pas le temps de s'occuper des enfants. Si elle est au champ jusqu'au soir, les filles sont livrées à elles-mêmes. Et j'ai écouté quelque part une émission la dernière fois où on dit la jeune fille du village qui peut-être a difficilement le petit déjeuner à la maison, vous lui donnez, un garçon lui donne 50 francs ou 100 francs en ville, mais c'est fini. Hein. C'est des femmes facilement détruites parce que, j'allais dire, oui. Parce que la pauvreté amène à tout, et surtout à l'abus sexuel. C'est facile. Mais si c'est des femmes qui contribuent véritablement au développement, comme vous l'avez dit, pourquoi est-ce que la pauvreté se retrouve dans leur rang? Pourquoi est-ce que la pauvreté n'a toujours pas changé de camp, malgré l'implication de ces femmes-là à véritablement sortir de leur misère? Mais surtout, c'est justement, il faut déjà qu'on ait l'équitabilité. Quand ça vient du village, le prix où c'est vendu à Cotonou, ce n'est pas la même chose. Hein. C'est les femmes qui sont à Tokba, les grandes commerçantes ou les femmes qui sont dans les marchés les plus développés, qui vont vers ces villageoises-là et qui vont acheter à prix réduit. La dame chez qui on achète à 50 francs, peut-être, et toi tu viens jeudi 75 francs, elle te le remet. Alors qu'à Cotonou, toi tu viens revendre à 200 ou à 300. Elle ne gagne pas beaucoup véritablement. Et c'est souvent des foyers à plusieurs gosses. Et ça va pas, ça ne suffit pas. J'ai vu aussi sur la télévision quelque part la dernière fois, sur Facebook, je crois, un réseau social, où il y a un monsieur qui a commencé par interdire, un jeune entrepreneur au Togo, qui fait du chocolat au cacao, là, j'ai vu rapidement. Oui. J'ai partagé parce que j'ai admiré ce qu'il fait vis-à-vis de ces femmes. Ce qu'on vend à 1000 francs, lui dit non, moi je te le prends à 2000 pour te donner plus. Et les femmes étaient heureuses parce qu'elles ont dit qu'elles ont plus pour s'occuper des enfants. Puisqu'il y a déjà ce souci du fait de ne pas aller en classe et de ne rien comprendre. Elles sont facilement manipulées. Oui. On vient et puis on lui dit, bon, tu n'as jamais vu 2000 et puis on te remet 5000 pour te dire, je prends tout. Elle est contente, elle se dit, j'ai fait une affaire alors qu'elle a été exploitée et puis il y a une dizaine de familles à la maison, il n'y a pas que les enfants. D'accord. Alors là, nous acheminons vers la fin de cette rubrique, mais j'aimerais comprendre, si on peut peut-être en 30 secondes évoquer cet aspect, comment est-ce qu'on peut aider ces femmes-là à être beaucoup plus épanouies justement dans la société de nos jours? C'est déjà ce que font les CLCAM, les microcrédits, les accompagner surtout et leur expliquer que vous pouvez épargner parce qu'en épargnant, ça peut leur permettre de... Parce que dès que le mari demande, on remet tout.
C'est la force du tout-puissant, du chef de famille. Va me donner l'argent que tu as là. Déjà, leur apprendre à épargner et que ça ne reste pas à la maison. D'accord. Ça reste à la banque et dès qu'il te demande, au moins tu lui dis, il faut qu'on aille il y a des paperasses à faire. Voilà. Donc pour vous, le plus important aujourd'hui pour la femme rurale, c'est qu'elle soit plus autonome. C'est l'autonomisation de ces femmes-là. Financièrement. Merci à vous, Madame Wandoche Daou. Nous rappelons que vous êtes présidente REFA Bénin d'un réseau entrepreneurial des femmes africaines. Merci de nous avoir honoré de votre présence. Vous restez avec nous un instant. Alors, l'expert s'en va pour laisser place à Autant Savoir. Aujourd'hui, c'est aussi la journée internationale de la canne blanche. On s'intéresse donc à la canne blanche. Est-ce véritablement utile aux personnes malvoyantes? On en parle avec notre invité sur ce plateau, Julien Kpedji. Il est handicapé visuel, mais c'est surtout un formateur des malvoyants en informatique. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors, pour vous, une journée de la canne blanche, est-ce que vous êtes content lors de cette journée? Oui, bien, une journée de la canne blanche, au Bénin particulièrement, c'est déjà une journée de réflexion. Réflexion d'abord sur le respect qui est dû à la canne blanche en circulation. Réflexion aussi sur la situation de la personne handicapée visuelle de façon générale, surtout en ce qui concerne la République du Bénin. Et puis une journée de la canne blanche, c'est aussi se rappeler également de ce symbole qui est un symbole international de la cécité qui permet d'identifier clairement la personne handicapée visuelle où qu'elle se retrouve de par le monde. D'accord. Alors nous avons eu du mal lorsque nous avons sillonné les rues de la ville de Cotonou. Nous avons rencontré beaucoup de personnes malvoyantes, mais nous n'en avons pas vu avec véritablement des cannes blanches. Comment ça se fait que dans nos rues aujourd'hui, les personnes malvoyantes n'utilisent pas la canne blanche? Alors ici, on pourrait expliquer la situation par deux hypothèses plausibles. La première, c'est que beaucoup de personnes handicapées visuelles ne sont pas détentrices de la canne blanche ou ne disposent pas de la canne blanche. Vous savez, déjà, ça ne se fait pas au Bénin. Oui. Donc, il faut tendre la main aux partenaires pour pouvoir l'avoir. Et ce n'est pas toujours fréquent, donc ce n'est pas souvent disponible. L'autre hypothèse, c'est qu'il y a que beaucoup ont de la timidité, beaucoup de personnes handicapées visuelles ont de la timidité à utiliser la canne blanche. Déjà que socialement, la canne blanche les identifie en personnes très âgées et au lieu que ce soit un simple symbole de cécité, la population considère ça parfois comme un signe de personnes très âgées. Et surtout les femmes en situation de handicap visuel ont encore ce complexe et ne se sentent pas à l'aise pour l'utilisation de la canne. Vous êtes venu sur ce plateau, si vous permettez, vous êtes venu sur ce plateau avec votre canne. Vous pouvez me la passer, je vais voir si le réalisateur peut m'aider. Voilà. Là, nous avons par contre une canne qui n'est pas blanche. La plupart du temps, les cannes que nous voyons ici se présentent comme ceci. Est-ce que ça, c'est fabriqué ici ou bien... Pourquoi est-ce que vous avez préféré cette canne à une canne blanche? Non, d'abord, c'est fabriqué comme ça. Ça ne s'est pas fabriqué ici, c'est fait depuis la France, c'est l'association Association Valentin à Huy qui fabrique et qui distribue ces sortes de cannes. Donc, c'est fait comme ça depuis là-bas. Dans les images, nous voyons une canne avec un embout qui facilite l'utilisation. Celui-ci n'a pas d'embout. Est-ce que c'est pratique quand vous marchez? Vous arrivez à voir les obstacles avec? Ce qui est plus pratique, c'est d'avoir une canne avec embout. C'est plus pratique. Et ça vous permet de bien circuler. Celle sans embout, on s'en contente parce que, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas fait au Bénin. Et puis, c'est difficile pour l'avoir. D'accord. Alors, une canne comme celle-ci, si on doit l'acheter, ça pourrait coûter combien? Alors, une canne comme celle-ci, ça doit coûter autour de 15 000 francs CFA. Mais commandé en euros ou avec les euros en France. Voilà. D'accord. Quelle est la différence du coût entre cette canne-ci et une canne blanche normale? Non, la différence du coût, cette canne-ci est moins visible, mais une canne blanche normale sera plus visible
et ça va coûter un peu plus légèrement cher. D'accord. Voilà. Et plus légèrement cher pour vous, c'est combien? Oui, légèrement cher, c'est autour de 25 000, 30 000. Alors, si je dis légèrement cher, c'est que quand vous faites les statistiques, les personnes handicapées visuelles sont le plus souvent issues des familles assez pauvres. Et donc, c'est compliqué pour ces familles, n'est-ce pas, d'investir sur ces personnes déjà que les préjugés sociaux ne leur permettent pas de choisir ou de les avoir à cœur pour investir sur leur vie. D'accord. Alors pour vous, déjà, je rappelle que vous êtes une personne malvoyante, pas que nous avons envie d'insister sur votre handicap, mais ça permet à ceux qui nous suivent de pouvoir comprendre. Pour vous, est-ce qu'une canne blanche est véritablement utile? Ça vous sert à quoi, une canne blanche? Une canne blanche est très utile, est totalement utile. Vous allez voir de par l'histoire. Au départ, les personnes handicapées visuelles n'étaient identifiées à rien du tout. Mais juste après la Première Guerre mondiale en Occident, on a estimé qu'il faut mettre déjà des brassards pour les identifier en circulation, puisqu'ils partagent la route avec les personnes valides. D'accord. Alors, ils n'ont pas les mêmes réflexes par rapport au danger. Ils n'ont pas les mêmes réflexes par rapport au danger. Et puis, on ne les reconnaît pas aisément. Et puis, si les policiers étaient chargés de les identifier, de les aider dans le temps. Donc, les policiers ne parvenaient pas à les identifier aisément. Et ces personnes étaient victimes d'accidents. Mais plus tard, on a inventé la canne à partir des années 1931. On a inventé la canne pour permettre d'identifier clairement la personne handicapée visuelle en circulation. Et là, le policier était chargé de l'aider à traverser, etc. Mais après, plus tard, on a institué dans les codes de sécurité routière que les personnes, à la levée de la canne, les usagers de la route s'arrêtent un instant pour que la personne handicapée visuelle puisse traverser. L'ONU, en 1969, l'a déclaré symbole de cécité internationale. Et donc, c'est pourquoi c'est en cette même année qu'a été instituée la journée internationale de la canne blanche. D'accord. Alors, vous avez parlé du coût, vous avez parlé du fait que les personnes handicapées visuelles, pour la plupart, viennent de familles démunies. Est-ce que vous vous retrouvez parfois en association pour que peut-être, si vous devez acheter une douzaine, ça vous revienne plus moins cher? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des démarches du genre? Bon, il y a des associations qui existent. Moi, je suis membre de l'Association pour la promotion et l'intégration sociale des aveugles et amblyopes du Bénin, la PISAB, qui a créé la première depuis 1977. Et donc, cette association, parfois également, effectivement, fait des démarches pour pouvoir disposer de la canne et la distribuer aux personnes qui se retrouvent dans le besoin. Mais aussi, depuis peu, l'État fait des efforts, même si ils sont timides. Le ministère des Affaires sociales fait des efforts et par le biais du fonds d'appui à la réadaptation et à l'intégration des personnes handicapées qui a été récemment réformé, à travers ce fonds, l'État met à disposition des cannes blanches et la donne gratuitement aux personnes en situation de handicap visuel qui en ont besoin. D'accord. Mais est-ce qu'il y a des séances de formation où vous apprenez à des personnes malvoyantes comme vous-même comment est-ce qu'on peut utiliser la canne, en tout cas celle qu'on a comme canne, et qui vous permet quand même de vous déplacer, de reconnaître, là j'ai le réalisateur qui vise dessus, oui. Donc, une canne qui vous permet véritablement de vous déplacer, de vous faire reconnaître dans la société. Toute utilisation de la canne doit être sujette à des séances d'apprentissage. Nos centres de promotion sociale, celui de Cotonou, qui est à Séguéa, celui de Parakou, ces centres-là disposent des sessions d'orientation et de mobilité qui permettent à tous non-voyants de s'approprier son environnement social et physique et de pouvoir utiliser aisément la canne blanche comme outil de circulation afin de partager au mieux la route avec ses usagers ou ses voisins. Donc voilà, l'apprentissage est fait dans les centres spécialisés.
Alors, vous êtes une personne malvoyante, vous avez votre canne blanche. Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confronté la plupart du temps avec cette canne qui n'est pas blanche, hein? C'est un lapsus. Alors, avec cette canne, déjà, elle n'est pas reconnue, son rôle n'est pas reconnu dans la société béninoise. Vous ne pouvez pas soulever cette canne ou toute autre canne blanche et espérer que les usagers de la route attendent un instant pour que vous puissiez traverser la route. Ce n'est pas encore possible au Bénin. Ce n'est pas reconnu, son importance n'est pas reconnue. Mais avec encore cette canne, vous êtes identifié, mais la population vous manifeste encore de la pitié. Au lieu de pouvoir vous aider, vous entendez parfois des plaintes, des plaintes parfois qui déconcertent. Avec cette même canne... Quelles sont ces plaintes qui vous déconcertent? Voilà, si vous pouvez les partager avec nous. Des plaintes comme lui ne voit pas, il pouvait quand même rester à la maison. Pourquoi il va, où est-ce qu'il va, pourquoi il doit sortir? Ses parents ne pouvaient pas le garder à la maison, donc, etc. pour vous, la perception de la société ne favorise pas véritablement la mobilité de la personne handicapée visuelle? Pas du tout alors, pas du tout. Et puis, beaucoup font exprès de se mettre ou de laisser quelque chose sur la voie et de voir comment vous vous comportez. Et si vous vous retrouvez... C'est un peu méchant, ça. Voilà. Et quand vous vous retrouvez en difficulté devant ces choses, vous voyez que ces personnes se retrouvent, se marrent proprement. Et voilà. Donc, c'est la perception de la société. Ça fait que la canne blanche n'est pas encore connue. Je pense que la journée n'est pas assez célébrée ou la canne blanche n'est pas assez mise en vue tout au long de ces journées-là. Et je pense également qu'une journée ne suffirait pas. Il faut des jours et des jours de sensibilisation pour permettre à la personne handicapée visuelle d'intégrer réellement la société et pour permettre aux personnes dites valides de mieux la comprendre et de mieux la soutenir. D'accord. Alors, nous allons revenir sur les autres problèmes que rencontrent les personnes malvoyantes. Mais avant, dites-nous un peu, pour vous, cette journée-là, cette journée internationale de la canne blanche, devrait être célébrée comment, au vu de tout ce que vous venez de développer sur ce plateau? Cette journée, pour nous, devrait être célébrée par des campagnes de sensibilisation, des séances d'échange, des débats et causeries et des réflexions pertinentes pour disposer ou pour analyser davantage la situation de la personne handicapée visuelle. Ce n'est pas encore le cas à mon avis. Entre-temps, on avait des manifestations conduites par le Centre national de sécurité routière. Ces manifestations se sont brusquement arrêtées. Ensuite, on a eu des manifestations conduites par le ministère des Affaires sociales. Ces manifestations se sont également arrêtées. Aujourd'hui, il n'y a plus du tout de manifestations ou de célébration de la canne blanche. Mais je remercie les médias, en l'occurrence BB24, qui s'est intéressé à cet événement. Et je remercie également toute l'ORTB qui, chaque année, s'intéresse à l'événement, décide d'un temps d'émission pour réellement échanger sur la question et permettre de mettre en vue la situation des personnes handicapées visuelles. Voilà. D'accord. Alors, est-ce qu'à part cela, vous avez d'autres problèmes particuliers, les personnes malvoyantes ici au Bénin? On a assez de problèmes particuliers. Alors, quand je prends déjà le domaine de l'éducation, eh bien, déjà, nous avons la possibilité effectivement d'aller jusqu'à l'université, d'étudier, d'avoir le doctorat, etc. C'est déjà une bonne chose, mais il faut pouvoir améliorer le système pour permettre à ces personnes de mieux étudier. Aujourd'hui, nous ne sommes plus qu'à l'écriture braille comme c'était écrit au départ. Nous sommes passés
à l'outil informatique. Oui. Et ça c'est très important. Hein. Nous rappelons que vous êtes formateur des malvoyants en informatique. Ce que nous allons faire, puisque nous nous intéressons ici au TIC, on aura l'occasion de vous recevoir sur ce plateau pour pouvoir parler d'autres choses. Et on vous remercie d'être venu sur notre plateau pour partager avec nous cette journée internationale de la canne blanche. Et d'ailleurs, avec ces mots que nous allons conclure la rubrique Autant savoir et nous allons laisser place au journal. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal, le sommaire. Des jeunes formés au fonctionnement de l'Internet à l'initiative de Bénin, DNS Forum, ils ont participé à une séance publique de communication. Ils étaient une centaine à bénéficier de cette opportunité. Une innovation dans le domaine de la préservation de l'environnement. Un jeune béninois recycle des objets hors d'usage pour en fabriquer un fourneau qui fonctionne avec l'énergie électrique. Le Festival international du théâtre du Bénin aura bel et bien lieu cette année. En novembre prochain, l'annonce a été faite par le directeur du FITEB au cours d'un point de presse à Cotonou. C'est un nouveau jour qui se lève pour l'émergence du numérique au Bénin. Plus d'une centaine de jeunes béninois ont été formés sur le fonctionnement de l'Internet et les systèmes de nom de domaine. C'était à la faveur du forum public de communication initié par Bénin DNS Forum. Que signifie DNS et pourquoi former les jeunes à l'Internet? Ramatou Lawani et Patrick Adjagbodjou ont posé ces questions à deux spécialistes des systèmes d'information. Reportage. L'Internet a conquis notre cadre de vie personnel et professionnel. Nous vivons dans un écosystème numérique où tout se dématérialise. Pour avoir accès à des informations fiables sur Internet, l'usage à bon escient des noms de domaine devient inéluctable. L'opération qui se déroule pour avoir la bonne information, on appelle cela résolution DNS. Au cours de cette résolution, il est possible d'avoir en fait des vulnérabilités qui permettent de ne pas être sur le bon serveur, de ne pas être sur la bonne piste, de ne pas avoir la bonne information et par conséquent d'être renvoyé sur un site malveillant. Des sites malveillants foisonnent sur Internet et empêchent parfois la jeunesse de s'investir dans le développement des technologies du numérique. Pour savoir comment fonctionne l'Internet et les systèmes de noms de domaine, ce forum public a permis de former plus d'une centaine de jeunes béninois, surtout les femmes, sur les nouveaux moyens d'expression offerts par le numérique. Il est très intéressant de savoir que nous utilisons différentes applications, différentes technologies, mais ces technologies sont développées par des organisations et par des volontaires. Donc il faut expliquer à cette jeunesse comment est-ce qu'ils pourraient contribuer d'un point de vue gouvernance ou bien d'un point de vue technique à faire des propositions pour un Internet meilleur. Un Internet qui est adapté à nous et à notre réalité. Faciliter l'usage de l'Internet dans un environnement numérique sans cesse grandissant. Plusieurs structures à caractère public et privé s'engagent aux côtés de Bénin DNS Forum pour préparer la jeunesse à être présent sur la scène internationale. Il faut s'assurer que nous transmettions suffisamment de compétences, suffisamment de connaissances à la prochaine génération pour qu'ils puissent valablement prendre le relais auprès de ces instances-là, où déjà il y a peu de Béninois, il y a peu d'Africains qui sont présents. À l'aide du numérique, plusieurs administrations publiques ont un identifiant de domaine sur Internet. Ces assises permettront à ces jeunes d'éviter les menaces liées à l'usage des noms de domaine. Dans l'administration publique, les services sont proposés aux citoyens. Donc, pour proposer des services aux citoyens, il faut mettre à la disposition des citoyens une adresse Internet. Vous allez avoir peut-être finance.bj ou impôt.gouv.bj. Donc, ces différentes adresses-là sont les adresses que près de 12 millions de Béninois sont appelés à être utilisées. Il ne serait pas opportun pour nous
qu'il y a une vulnérabilité au niveau de l'accès à cette adresse-là. Imaginez que les Béninois en allant sur gouv.bj ou sur impôt.bj tombent sur le site d'un pirate qui récupère les informations à caractère personnel de l'ensemble des Béninois. Là, on est en fait sur des risques importants. Ce forum public, une première au Bénin, aura permis de favoriser l'éclosion des talents et des compétences dans l'éthique. Parlons environnement, un éco-citoyen béninois fait parler de lui. Il s'appelle Alexis Sedagbonde. Il a fabriqué un fourneau qui fonctionne avec l'énergie électrique. Ces matières premières sont les objets hors d'usage qu'il recycle. Le concepteur de fourneau électrique nous fait la genèse de son innovation dans ce reportage que nous vous proposons. Il nourrissait ce rêve depuis sa tendre enfance. Fabriquer un foyer économique pour soulager la peine de sa mère au village. Âgé de la quarantaine aujourd'hui, Alexis concrétise ce désir, redonner une seconde vie à des objets de la récupération et en faire des fourneaux. Un jour, la chose m'est arrivée, j'ai pris le moteur d'un poste radio ancien là. C'est avec ce petit moteur là que j'ai pu réaliser ce qui est là-bas. J'ai pris ma batterie qui est dans mon portable là, j'ai enlevé et puis j'ai branché. J'ai mis ça, j'ai mis le courant dans les deux bouts là. Et j'ai mis la batterie dedans. Et j'ai branché les deux fils là contre le truc là. Et puis ça a tourné. Et comme ça a tourné, j'ai dit bon. Une fois que le moteur a tourné, j'ai déjà vu ce que je veux. Un premier fourneau fabriqué fonctionnant à base d'énergie électrique. Alexis cherchera à l'améliorer, l'adapter aux panneaux photovoltaïques. Vous avez vu, j'ai monté la batterie. Donc ça veut dire que si on monte le panneau et que le panneau donne l'énergie à la batterie, puisque le panneau solaire c'est la batterie qui alimente. Donc c'est pour cette raison, c'est 12 volts hein, ce que vous voyez là. Donc si vous mettez même batterie d'engin seulement là, ça va travailler. Mais avec le moment, la batterie va se décharger. Donc celui qui a utilisé panneau solaire 12 volts et qui a au moins 2 ou bien 3 ampoules peut utiliser ça. Alexis vit en milieu rural, il fallait songer aux siens. Ils avaient l'habitude de cuire les mets à base de bois de chauffe, malgré l'existence en grande quantité de coques de noix de palme. Très vite, il trouva la solution. Les coques de noix de palmier sont un peu plus dures. Est-ce que vous voyez, c'est un peu plus économique que les charbons de bois. Des innovations qui mettent un point d'honneur sur la préservation de notre environnement. Le produit vient s'ajouter à ceux existants. Nous emmagasinons dans nos villages, après avoir transformé le rouge, la matière première. Et souvent, ça ne sert pratiquement à rien. Et là, si c'est valorisé, ça fait un plus pour l'environnement, ça fait un plus pour les arbres. Il reste à améliorer cette technologie, la valoriser et la protéger pour en faire une richesse nationale. En attendant, Alexis utilise à cœur joie son invention et tend la main à qui de droit. La 14e édition du FITEB, Festival international du théâtre du Bénin, aura lieu du 14 au 26 novembre prochain. C'est ce qu'on peut retenir du point de presse animé par son directeur Eric Hector Rompé au siège de l'institution. Quels sont les pays qui sont attendus et quelles sont les particularités de cette édition? Les détails, c'est avec Masbil Akodilossi et Igor Ayasso. Je permets aux hommes de tutoyer le paradis. Les petits saints. Des spectacles culturels et des séries de théâtre dans les places publiques pendant une semaine dans 6 villes du Bénin. C'est le Festival international du théâtre du Bénin, FITEB. Théâtre, engagement civique et social pour un développement durable au Bénin, en Afrique et dans le monde. C'est le thème de l'édition 2018. Nous avons compris l'émergence du théâtre de Monsieur Tout-le-Monde, le théâtre forum, le théâtre de développement, le théâtre pour tous. Nous avons constaté même des tendances filmiques de ce type de théâtre. Nous avons vu que de plus en plus, même des événements aussi intellectuels que les séminaires, les ateliers, ouvrent des brèches pour accueillir comme une couverture artistique où les créateurs sont sollicités, créent des sketchs, des spectacles
thématisé pour rendre plus vivants les sujets abordés par ces enceintes. Au cours de cet événement culturel qui mettra en lumière les arts vivants, la direction du FITEB entrevoit des rencontres culturelles avec les Béninois vivant dans les maisons carcérales. Nous irons partager des moments avec les gens qui sont là-bas, qui ne sont que des humains comme nous et qui ont aussi droit à des moments de plaisir. Des compagnies théâtrales de la Belgique, de la Chine, d'Haïti, de la France et d'Afrique seront présentes à la 14e édition de la Biennale du FITEB. Au menu, des spectacles d'attraction et une dizaine de représentations béninoises. Il y aura Yekou, ou le conte chez nous. Il y aura de l'humour, mon père est un comique, ça c'est Chromosome. Il y aura L'os de Morlam, qui est un spectacle jeune public, grand public. Concernant les étrangers, il y a Je suis Charlotte, de Charlotte Tama, qui reste un mono. Sur le mot, ça rappelle une fameuse émission. L'une des activités phares du FITEB 2018 porte sur la problématique des mutations que connaît le théâtre. Aussi, un atelier régional sur la lecture scénique fera objet d'échanges. Vers l'interconnexion des douanes de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Burkina Faso, et du Mali et du Togo. C'est un vaste projet au niveau de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui vise à simplifier les procédures de douanièrement, réduire le temps de traitement des marchandises aux postes douaniers et limiter les fraudes et la contrebande. Spécifiquement avec l'interconnexion entre ces 5 pays de l'UEMOA, les déclarations à partir du port de Lomé, un des points de transit des marchandises vers les pays enclavés, seront valables au poste frontière avec le Burkina Faso au nord, constituant ainsi une étape de moins dans le contrôle douanier. Le Vietnam veut envoyer 25% de ses exportations de riz vers l'Afrique dans les prochaines années. Cet objectif entre dans le cadre de la stratégie du pays à mieux se positionner sur le marché mondial. Le pays veut également réduire sa dépendance au marché asiatique qui absorbe actuellement 60% de ses expéditions. Actuellement, 3e exportateur mondial de riz après l'Inde et la Thaïlande, le Vietnam devrait s'afficher d'ici 2025 comme le principal exportateur mondial de la céréale selon les perspectives 2016-2025 de la FAO et de l'OCDE. Et ce sera tout pour ce journal. Très bonne suite de nos programmes. Merci à vous, Amandine Agnan Bossou. À présent, nous passons à la revue de l'actualité web. La dernière sortie de l'océan de son lit a encore fait des ravages incalculables dans la ville d'Agoué. Une situation qui oblige les riverains à un déplacement pour des destinations inconnues. Ils se contentent pour l'heure de lancer des cris de détresse. Le président de l'association de développement d'Agoué, Guy Linvy, invite les autorités à prendre au plus tôt des mesures. Pour lui, si Agoué disparaît, l'économie du Bénin et celle de la sous-région vont en partir. Selon le site d'information 24 heures au Bénin, la situation géographique de la ville d'Agoué fait d'elle une plateforme non négligeable dans l'économie béninoise. Sa proximité avec la frontière bénino-togolaise de Ilakonji fait d'elle l'une des plateformes importantes du pays en matière d'échange avec les pays voisins. En attendant une solution définitive, l'érosion côtière continue son trajet, détruisant tout sur son passage. Affaire RAC. Le tribunal de première instance de première classe de Cotonou s'est déclaré incompétent dans le dossier qui oppose la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication et le quotidien La Nouvelle Tribune. Le tribunal, dans le délibéré, constate que La Nouvelle Tribune a eu des manquements aux 10 tests. Dans son délibéré, Edi Bayon Tassondo déclare que les tests de la RAC lui donnent le pouvoir de sanctionner des organes de presse. Le juge précise aussi
que la suspension de la nouvelle tribune par l'ARAC entre dans le cadre des attributs de l'organe de régulation des médias. L'assignation de l'ARAC par la nouvelle tribune fait suite à la décision numéro 18-34/RAC du 26 juillet 2018 portant interdiction de parution du journal après la levée de la décision numéro 18-24/RAC du 23 mai 2018 portant mesures conservatoires contre le même quotidien et dans le même dossier. Toujours sur la toile, finance avec l'entreprise DHL qui reconnaît avoir surtassé par erreur des colis en direction de la Côte d'Ivoire. Elle s'engage à mettre à jour son système de facturation. Selon l'agence Ecofin, DHL surtassait de 17 000 francs CFA les expéditions en direction de la Côte d'Ivoire. Interrogé à propos de cette manne indûment perçue, le service client de l'entreprise confirme sa disposition à rembourser les clients concernés. Toujours sur la toile, l'opérateur portuaire émirati Gulfliner prévoit une expansion en Afrique de l'Ouest et de l'Est à partir de 2019. Il prévoit mobiliser 3 milliards de dollars pour financer cette nouvelle phase d'expansion. Peter Richard, directeur général de l'entreprise, envisage faire de ces États un continent incontournable en matière première pour le monde. Aucun délai ni chronogramme de cette expansion n'a été donné par Gulfliner. Il ne précise pas non plus si sa stratégie consistera en des partenariats ou de nouveaux investissements. Ce sera tout pour l'InfoWeb. À demain. Yasmine Damata, merci à vous pour cette revue de l'actualité web. À présent, le rappel de la météo. Voilà, mesdames et messieurs, c'en est fini pour le grand rendez-vous de ce lundi 15 octobre 2018. Vous le savez, aujourd'hui, c'était la journée, justement la journée de la femme rurale. Et c'est à cause de cette journée que nous voulons vous laisser avec cette citation qui nous vient d'un secrétaire général des Nations Unies. L'autonomisation des femmes et des filles rurales est essentielle pour construire un avenir collectif prospère, équitable et pacifique sur une planète saine. L'autonomisation des femmes et des filles rurales est essentielle pour construire un avenir collectif prospère, équitable et pacifique sur une planète saine. Merci à vous d'être restés avec nous tout au long de cette longue durée justement du grand rendez-vous. On se retrouve demain, toujours avec le même plaisir.